Chapitre 11. Au bonheur des dames. Boutemont, ce jour-là, arriva le premier chez Madame Desforges au thé de 4 heures. Celle-ci se leva d'un air d'impatience en disant « Eh bien, répondit le jeune homme, quand je lui ai dit que je monterais sans doute vous saluer, il m'a formellement promis de venir. Vous lui avez fait entendre que je comptais sur le baron, aujourd'hui ? Sans doute, c'est cela qui a paru le décider. Il parlait de Muret. L'année précédente, ce dernier s'était pris une brusque tendresse pour Boutemont, au point de l'admettre dans ses plaisirs. Et même, il l'avait introduit chez Henriette, heureux d'avoir un complaisant égale un flatteur. À demeure, il égayait un peu une liaison dont il se fatiguait. C'était ainsi que le premier à la soie avait fini par le devenir le confident de son patron et de la jolie veuve. Ils faisaient leurs petits commissions, causaient de l'un avec l'autre. Ils raccommodaient parfois. Henriette, dans ses crises de jalousie, s'abandonnait à une timidité dont il restait surpris et embarrassé, car elle perdait ses prudences de femme du monde, mettant son art à sauver des apparences. Elle s'écria violemment. « Il fallait la mener, j'aurais dû être sûr. »« Dame, dit-il avec un rire bon garçon, ce n'est pas ma faute, s'il s'échappe toujours à présent. »« Enfin, je vais attendre, reprit Madame Desforges. Vous savez que cette fille doit être ici à 5 heures. Je veux les mettre en présence, il faut que j'aille leur secret. » Elle revint sur ce plan médité. Elle répéta sans sa fièvre qu'elle avait fait prier Madame Aurélie de lui envoyer Denise pour voir un manteau qui allait mal. Quand elle tiendrait la jeune fille au fond de sa chambre, elle retrouverait bien le moyen d'appeler Muret et elle agirait ensuite. Boutemont, assis en face d'elle, la regardait de ses beaux yeux rieurs, qu'il attachait de rendre graves. « Voyons, se hasarda-t-il à dire, qu'est-ce qui peut vous faire, puisque je vous jure absolument qu'il n'y a rien entre eux. »« Justement, cria-t-elle, il l'aime, celle-là. Je me moque des autres, de simples rencontres, des hasards d'un jour. » Elle parla de Clara avec dédain. Dédain égale mépris. « C'est la faute de cette créature, répétait Henriette. Je sens qu'il se ruine avec d'autres, parce qu'elle le repousse. » Elle s'arrêta, étranglée, près d'éclater en larmes. « Oh, je me vengerai, murmura-t-elle. Je me vengerai s'il se conduit mal. » Boutemont lui tenait les mains. Elle était encore belle, ce serait seulement une maîtresse gênante et il n'aime guère ce genre-là. La chose pourtant méritait réflexion. Il y aurait peut-être intérêt à risquer des ennuis. « Pourquoi ne vous établissez-vous pas » dit-elle tout d'un coup en se dégageant. Il demeura étonné, puis il répondit. « Mais il faudrait des fonds considérables, il faudrait des millions. Si on les trouvait, dit simplement Madame Desforges. » Il la regarda subitement sérieux. N'était-ce qu'une parole de femme jalouse ? Mais elle ne lui laissa pas le temps de la questionner. Elle ajouta « Enfin, vous savez combien je m'intéresse à vous. Nous en causerons. » Le timbre égale sonnette, de l'antichambre avait retenti. « C'est lui, murmura-t-elle. » Le domestique annonça « Monsieur Muret, Monsieur de Valascogne. » Elle ne put retenir un geste de colère. Pourquoi ne venait-il pas seul ? Il devait être allé chercher son ami dans la crainte d'un tête-à-tête possible. Puis, elle eut un sourire. Elle tendit la main aux deux hommes. « Comme vous devenez rare, je dis cela aussi pour vous, monsieur de Valascogne. » Son désespoir était de grossir. Elle se serrait dans les toilettes de soie noire afin de dissimuler l'embonpoint qui montait. Pourtant, sa jolie tête aux cheveux sombres gardait sa finesse aimable et Muret put lui dire familièrement en l'enveloppant d'un regard. « Il est inutile de vous demander de vos nouvelles. Vous êtes fraîche comme une rose. »« Oh, je me porte trop bien, répondit-elle. Du reste, j'aurais pu mourir. Vous n'en auriez rien su. » Muret eut un geste vague, sans répondre. Il venait d'apercevoir Boutemont. Il lui adressa un signe amical de la tête. Cependant,
Henriette s'était assise de nouveau. Et tout en écoutant Valagnosc, qui lui annonçait la visite probable de Madame de Boves, elle ne quittait pas Mouret des yeux. Celui-ci, devenu muet, regardait les meubles, semblait chercher au plafond. Puis, comme elle se plaignait en riant de n'avoir plus que des hommes à son thé, de 4 heures, il s'oublia jusqu'à lâcher cette phrase. « Je croyais trouver le baron Hartmann. » Henriette avait pâli. Sans doute, elle savait qu'il venait chez elle uniquement pour s'y rencontrer avec le baron. Mais il aurait pu ne pas lui jeter son indifférence à la face. Justement, la porte s'était ouverte et le domestique se tenait debout derrière elle. Quand elle l'eut interrogé d'un mouvement de tête, il se pencha. Il lui dit très bas : « C'est pour ce manteau. Madame m'a recommandé de la prévenir. La demoiselle est là. » Alors, elle haussa la voix de façon à être entendue. Toute sa souffrance, jalouse, se soulagea dans ces mots, d'une sécheresse méprisante. Qu'elle attende. Faut-il la faire entrer dans le cabinet de madame ? Non, non, qu'elle reste dans l'antichambre. Presque aussitôt, la porte se rouvrit. 2 dames furent introduites. Imaginez-vous, dit madame Marty, je descendais des voitures lorsque j'ai vu arriver madame de Boves sous les arcades. Oui, expliqua celle-ci, il fait beau, et comme mon médecin veut toujours que je marche. Puis, après un échange général de poignées de main, elle demanda à Henriette : « Vous prenez donc une nouvelle femme de chambre ? » ?»« Non, répondit celle-ci étonnée. Pourquoi ? » ?»« C'est que je viens de voir dans l'antichambre une jeune fille. » Henriette l'interrompit en riant. « N'est-ce pas ? Toutes ces filles de boutique ont l'air de femmes de chambre. Oui, c'est une demoiselle. Une demoiselle est égale une vendeuse. Qui vient pour corriger un manteau. » Mouret la regarda fixement. Effleurée d'un soupçon, elle continuait avec une gaieté forcée. Elle racontait qu'elle avait acheté cette confection au bonheur des dames. La semaine précédente, « Tiens, dit madame Marty, ce n'est donc plus Sauveur qui vous habille ? Si, ma chère. Seulement, j'ai voulu faire une expérience et puis j'étais assez satisfaite d'un premier achat d'un manteau de voyage. Mais cette fois, ça n'a pas réussi du tout. Vous avez beau dire, on est fajoté. Fajoté est égal mal habillé. Dans vos magasins, oh, je ne me gêne pas. Je parle devant monsieur Mouret. Jamais vous m'habillerez d'une femme un peu distinguée. Vous avez l'air indisposé. Monsieur Mouret fit remarquer madame de Boves. « Le travail, répéta Valagnosc avec son flegme, avec son calme. Ironique, monsieur Mouret s'était levé vivement, en homme désolé de oublier ainsi. Il prit sa place habituelle au milieu de ces dames, il retrouva toute sa grâce. Monsieur le baron Hartmann annonça le domestique. Henriette remarqua de quelques heureuses poignées de main. Mouret accueillit le nouveau venu. Celui-ci salua ces dames. Regardait le jeune homme de l'air fin qui éclairait par des moments sa grosse figure alsacienne. Puis, en familier de la maison, il se permit d'ajouter : « Il y a bien une charmante jeune fille dans l'antichambre. Qui est-ce ? » ?»« Oh, personne, répondit madame Desforges de sa voix mauvaise. Une demoiselle de magasin qui attend. Mais la porte restait entr'ouverte. Le domestique servait le thé. Il sortait, rentrait de nouveau, et chaque fois que la porte s'ouvrait, on apercevait un coin obscur de l'antichambre. Là, dans le noir, une forme sombre apparaissait. Immobile et patiente, Denise se tenait debout, depuis une demi-heure. Elle était là, sans un geste, sans un mot. Ces dames et le baron l'avaient dévisagée au passage. Maintenant, les voix du salon lui arrivaient par bouffées légères, et elle ne bougeait toujours pas. Brusquement, dans l'entrebâillement de la porte, elle reconnut Mouret. Lui venait enfin de la deviner. « Est-ce une de vos vendeuses ?» demanda le baron Hartmann. Mouret avait réussi à cacher son grand trouble. L'émotion fit seulement trembler sa voix. « Sans doute, mais je ne sais pas laquelle. »« C'est la petite blonde des confections, se hâta de répondre madame Marty. Celle qui est second, je crois. » Henriette le regardait à son tour. « Ah !» dit-il simplement. « Moi ?» dit madame de Boves, « je ne connais pas de créature plus désagréable. C'est à les gifler des fois. » Et ces dames exhalèrent leur rancune. On se dévorait devant les comptoirs. La femme y mangeait la femme, dans une réalité aiguë d'argent et de beauté. C'était une jalousie maussade des vendeuses contre les clientes bien mises. Bien mises égale richement vêtues.
Les dames, dont elle s'efforçait de copier les allures, et d'une jalousie encore plus maigre. Aigre égale vive. Des clientes mises pauvrement, des petites bourgeoises contre les vendeuses, ces filles vêtues de soie dont elles voulaient obtenir une humilité de servante pour un achat de 10 sous. Laissez donc, conclut Henriette, toutes des malheureuses à vendre, comme leurs marchandises. Mouret eut la force de sourire. Henriette se taisait, semblait rêveuse, partagée entre le désir d'oublier davantage Denise dans l'antichambre et la peur que Mouret, prévenu maintenant, ne s'en allât. Aussi finit-elle par quitter son fauteuil. « Vous permettez ?»« Comment donc, ma chère ?» dit Madame Marty. « Tenez, je vais faire des honneurs de chez vous. » Se leva, prit la théière, emplit les tasses. Henriette s'était tournée vers le baron Hartmann. « Vous restez bien quelques minutes ? » « Oui, j'ai à causer avec monsieur Mouret. Nous allons envahir votre petit salon. » Alors elle sortit, et sa robe de soie noire contre la porte eut un frottement de couleuvres filant dans les broussailles. Tout de suite, le baron manœuvra pour emmener Mouret en abandonnant ses femmes à Boutemont et à Valagnosc. Les plans étaient prêts. On attendait seulement le déblaiement de la rue du 10 décembre pour creuser les fondations. Enfin, dans un dernier effort, Mouret avait presque convaincu le baron Hartmann. « Eh bien, commença celui-ci, nous avons eu hier un conseil, et je suis venu. Pensant vous rencontrer et désireux de vous tenir au courant, il résiste toujours. » Le jeune homme laissa échapper un geste nerveux. « Ce n'est pas raisonnable. Que disent-ils ? Mon Dieu, ils disent ce que je vous ai dit moi-même, ce que je pense encore un peu. Votre façade n'est qu'un ornement, les nouvelles constructions n'agrandissent que d'un dixième la superficie de vos magasins. » Et s'est jeté de bien grosses sommes dans une simple réclame. Réclame égale publicité. Du coup, Mouret éclata. Une réclame. En tout cas, celle-ci sera en pierre, et elle nous enterrera tous. Comprenez donc ce que ce sont nos affaires décuplées. Je ne comprends plus. Est-ce que les chiffres ne sont pas là et ne démontrent pas la progression constante de notre vente ? Je sais. Mais vous n'espérez peut-être pas monter toujours ainsi. Pourquoi pas, dit M. Mouret naïvement. Il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête. Le capital peut passer. Passer égale augmenter. 15 fois, voici longtemps que je le prédis. Dans certains rayons, il passera 25 fois et 30 fois. Ensuite, nous trouverons un truc pour faire passer davantage. Alors vous finirez par boire l'argent de Paris, comme on boit un verre d'eau. Sans doute. Est-ce que Paris n'est pas aux femmes et les femmes ne sont-elles pas à nous ? Le baron lui posa les deux mains sur les épaules, le regardant d'un air paternel. Et, juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit. Mouret, qui allait répondre, eut un léger sursaut. C'était Madame Desforges, l'air très gai, allongeant seulement la tête, appelant d'une voix pressée. « Monsieur Mouret, oh, monsieur, vous permettez, j'enlève monsieur Mouret pour 1 minute. C'est bien le moins qu'il m'a vendu un manteau affreux, qu'il me prête ses lumières. Cette fille est une sotte qui n'a pas une idée. Voyons, je vous attends. » Il hésitait, combattu, reculant devant la scène qu'il prévoyait, mais il dut obéir. Le baron lui disait que son air paternel et railleur égale moqueur, à la fois. « Allez donc, mon cher, madame a besoin de vous. » Alors Mouret la suivit. Que pouvait-il inventer de cette femme pour la torturer ? Et tout son amour, cet amour qui le surprenait encore, allait à la jeune fille, ainsi qu'un soutien et une consolation. Jamais il n'avait aimé ainsi, avec ce charme puissant dans la souffrance. D'abord, ils traversèrent la chambre à coucher, silencieuse et vide. Puis, Madame Desforges, poussant une porte, passa le cabinet où M. Mouret entra derrière elle. En entrant, Mouret avait trouvé Denise toute droite au milieu de la vive lumière. Elle était très pâle, modestement serrée dans une jaquette. Jaquette égale une veste de charmire, coiffée d'un chapeau noir, et elle tenait sur un bras le manteau acheté au bonheur. « Non, je veux celui-ci. J'en ai besoin tout de suite, » reprit-elle avec vivacité. « Seulement, il m'étrangle la poitrine, tandis qu'il fait une poche là, entre les épaules. » Puis, de sa voix sèche, « Quand vous me regardez, mademoiselle, ça ne corrigera pas le défaut. Chercherez, trouvez quelque chose, c'est votre affaire. » Denise, sans ouvrir la bouche, recommença à poser des épingles. Cela dura longtemps. Il lui fallut passer d'une épaule à l'autre. Même elle dut un instant se baisser.
s'agenouillait presque pour tirer le devant du manteau. Au-dessus d'elle, s'abandonnant à ses soins, Madame Desforges, avec le visage dur d'une maîtresse difficile à contenter. Heureuse de rabaisser la jeune fille à cette besogne de servante, elle lui donnait des ordres. Bref, en guettant sur la face de Mouret le moindre repli nerveux. « Mettez une épingle ici. Hé, non, pas là, ici, près de la manche. Vous ne comprenez donc pas? Ce n'est pas ça. Voici la poche qui reparaît. Et prenez garde, vous me piquez maintenant. Voilà, madame, tout ce que je puisse faire, dit enfin Denise en se relevant. Elle se sentait à bout de force. Henriette s'examinait devant la glace. De nouveau, elle éclata en paroles dures. C'est une plaisanterie, mademoiselle. Il va plus mal qu'auparavant. Regardez comme il me bride et galcère, la poitrine. Alors, Denise poussait à bout une parole fâcheuse. Madame est un peu forte. Nous ne pouvons pourtant pas faire que madame soit moins forte. Forte, forte, répéta Henriette qui blêmissait. Blêmissait égale pâlissait. À son tour, voilà que vous devenez insolente, mademoiselle. En vérité, je vous conseille de jurer les autres. Toutes deux, face à face, frémissantes, se contemplaient. Il n'y avait désormais ni madame, ni mademoiselle de magasin. Elles n'étaient plus que des femmes, comme égalées dans leur viralité. C'est bien, monsieur, s'il faut que je souffre chez moi des insolences de votre maîtresse, une fille ramassée dans quelques ruisseaux. Deux grosses larmes jaillirent des yeux de Denise. Elle les retenait depuis longtemps, mais tout son être défaillait sous insulte. Ce qui m'étonne, reprit Henriette, c'est que monsieur Mouret tolère une pareille insolence. Je croyais, monsieur, que vous n'étiez plus difficile que votre personnel. Denise avait retrouvé son calme brave. Elle répondit doucement. Si monsieur Mouret me garde et qu'il n'a rien à reprocher, c'est que je suis prête à vous faire des excuses, s'il l'exige. Monsieur Mouret écoutait, saisi par cette querelle que ne trouvant pas la phrase pour en finir. Henriette voulait lui arracher un mot pour qu'il condamnât la jeune fille, et, comme il restait muet, partagé encore, elle le fouetta d'une dernière injure. Quand il la vit pleurer ainsi, sans répondre par une violence, d'une dignité muette et désespérée, Mouret n'hésita plus. Son cœur allait vers elle, dans une tendresse immense. Il lui prit les mains, il balbutia. « Partez vite, mon enfance. Oubliez cette maison. » Henriette, pleine de stupeur, étranglée de colère, les regardait. « Attendez, continua-t-il en pliant lui-même le manteau, remportez ce vêtement. Madame, en achetant un autre ailleurs, et ne pleurez plus, je vous en prie. Vous savez quelle estime j'ai pour vous. » Il l'accompagna jusqu'à la porte, qu'il referma ensuite. Elle n'avait pas prononcé une parole, seulement une flamme rose était montée à ses joues, tandis que ses yeux se mouillaient de nouvelles larmes, d'une douceur délicieuse. Henriette, qui suffoquait, avait tiré son mouchoir et s'en écrasait les lèvres. « Alors, c'est cette fille que vous aimez ?» dit-elle péniblement quand ils furent seuls. « Oui, madame. » Il la regarda quelques secondes, immobile, puis tranquillement il s'en alla. Elle, toute seule, pleurait dans le silence, devant les épingles semées sur la toilette et sur le parquet.